allons parler métavers, nous allons parler avatar, nous allons parler réalité immersive. Nous allons momentanément quitter le monde physique pour plonger dans un monde virtuel. Alors un avatar, c'est quoi? Le métavers, c'est quoi? Nous sommes tous finalement, même si on ne s'en rend pas compte, plus ou moins immergés dans le monde numérique, ne serait-ce que par nos petits avatars WhatsApp, pour certains, pour ceux qui ne mettent pas leurs propres photos. Est-ce qu'il faut s'en méfier de ces doubles numériques? Toutes ces questions, c'est Anatole Lécuyer qui va répondre. Il est directeur de recherche à l'INRIA et il étudie les technologies immersives, la réalité virtuelle et augmentée au quotidien. Il a plein de choses à nous apprendre sur la manière dont on modifie nos perceptions à l'utilisation de ces technologies. Je laisse parler. Ensuite, il y aura bien évidemment du temps pour toutes vos questions. On applaudit Anatole Lécuyer. Merci. Eh bien, merci beaucoup pour l'introduction, Mathilde, et merci à tous d'être venus aujourd'hui dans ce festival que je trouve particulièrement bien organisé, super intéressant. Moi-même, je me fais happer par les conférences, en fait. Je me dis qu'il faut que j'aille préparer mes transparents, et puis en fait, j'ai pas le temps parce que je trouve ça super ce qui est présenté. Donc vraiment grand bravo aussi aux équipes techniques et à tous ceux qui nous facilitent la vie derrière. Merci à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de technologie immersive. Avatar, métavers, c'est peut-être des mots que vous avez déjà entendus utiliser. Avec cette question qui arrive aussi assez vite, c'est est-ce qu'on doit se méfier, est-ce qu'on doit être inquiet de cette évolution technologique, de ce qu'elle amène comme nouvelles possibilités? Et donc on va essayer d'en discuter ensemble. Je vais laisser une place assez importante aux questions pour que ce soit interactif. Et puis en même temps, je vais essayer d'avoir une approche assez pédagogique là au début. On va reprendre vraiment les concepts de base. Alors c'est un transparent un peu chargé, mais c'est juste pour vous expliquer le programme de l'heure qui arrive, j'allais dire la journée. Je suis un peu bavard. Mathilde faudra me faire des signes. Ouais. Donc on va essayer de clarifier la terminologie. Ensuite, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait l'expérience un peu singulière d'être immergé dans un monde virtuel. En quoi c'est différent d'une interaction avec un téléphone ou avec un ordinateur classique. Quand on met un casque de réalité virtuelle, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, on va essayer de voir comment est-ce que ces effets puissants d'immersion, ils peuvent être mobilisés pour des usages bienveillants, et puis peut-être aussi pour des usages malveillants. Et on va réfléchir ensemble, du coup, qu'est-ce que ça ouvre ensuite comme question, tous ensemble. Voilà le programme. Vous me direz si on a réussi à cocher toutes les cases. On va commencer par un sondage que je fais des fois en début de conférence comme ça, pour savoir à qui j'ai affaire. Est-ce que les Havrais sont connectés? Est-ce qu'ils sont très geeks? Donc je voulais savoir dans la salle, vous allez lever la main si vous avez déjà essayé un casque de réalité virtuelle. D'accord, on va voir qui est-ce qui n'a pas essayé. C'est pas grave. Hein. Okay. Donc souvent, donc c'est à peu près moitié-moitié là. Souvent, vous pouvez en fait essayer dans les musées, dans les offices du tourisme. Maintenant, ça s'est vraiment démocratisé. Avant d'aller acheter un casque, j'engage pas du tout, enfin je n'incite pas à la consommation, mais vous pouvez essayer en fait, et c'est plutôt une bonne manière de faire, je trouve, d'aller essayer quand on a l'opportunité. Il y a plein d'opportunités qui se présentent, d'aller tester ces technologies-là, et vous allez vous rendre compte de l'effet que ça fait d'être immergé dans un monde virtuel. Donc on a vu moitié-moitié. Si je vous parle de réalité augmentée, qui est-ce qui a déjà testé des lunettes ou des casques de réalité augmentée? Voilà, donc les geeks sont de ce côté-là de la salle. Ou alors les chercheurs, ou les gens qui sont un peu plus en prise avec la technologie. D'accord. Donc, qu'est-ce qui connaît la différence, en fait, entre réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité étendue, réalité mixte, métavers? Voilà. Donc, on va parler après, parce que du coup, ce sont les collègues du Havre, ensemble. Très bien. Du coup, on peut commencer par ça. On peut commencer par essayer de clarifier un peu la terminologie. Réalité virtuelle, ça représente un ensemble de technologies, de dispositifs qu'on va appeler immersifs, parce que ça va vous plonger, vous immerger dans une réalité alternative. Donc, dispositifs immersifs qui procurent un sentiment de présence, ça revient assez souvent dans notre communauté aussi. C'est assez difficile à qualifier. On a essayé de trouver un terme dans la communauté pour qualifier ce qui se passe, le sentiment qu'on a lorsqu'on est dans un monde virtuel. La présence, c'est l'idée qu'on est un peu, on a le sentiment d'être là-bas, dans ce monde virtuel, plutôt qu'ici, dans la réalité qui nous entoure. Et on va y arriver au moyen d'interactions avec un environnement 3D synthétique et calculé en temps réel, mis à jour en temps réel par un ordinateur. Petit exemple ici,
de systèmes de réalité virtuelle peut-être un peu moins connus du grand public. Le grand public est très familier avec la notion de casque de réalité virtuelle qui se sont démocratisés ces dernières années. Mais voilà un exemple de système de réalité virtuelle à base de projection. Donc ce sont des écrans, comme des écrans de cinéma. Et en fait, on se retrouve entouré d'écrans avec une sorte de cinéma immersif qui vous entoure. Vous avez même des écrans au sol, voire même parfois au plafond et derrière vous. Tous ces écrans permettent d'afficher des images en relief que vous voyez avec ces lunettes qu'on vous passe quand vous allez au cinéma 3D. On vous passe des lunettes, c'est un petit peu le même principe. Et puis en plus, par rapport au cinéma 3D ici, on va capter votre orientation du regard, enfin votre position de la tête et votre orientation de la tête pour mettre à jour l'image qui est renvoyée. C'est la petite différence avec le cinéma. Au cinéma 3D, si vous bougez la tête, l'image reste un peu fixe et un peu figée. Et grâce à ces technologies-là, lorsqu'on bougeait la tête, venez, on n'a pas trop commencé encore. Il y a de la place à gauche. Ouais, allez-y par là-bas. Ouais, voilà. Mais vous êtes bien présent quand même. Ah ouais, bien sûr. Bon, on va pouvoir en discuter tout à l'heure pendant les questions. Et donc, cette possibilité de capter votre position de la tête permet de mettre à jour ces images, et c'est ce qui crée l'effet holographique, cette impression que vous avez vraiment devant vous une image 3D, un monde 3D, et non pas une image plaquée sur un écran. Donc ça, c'est un système Cave qu'on a, c'est un dispositif Cave qu'on a au Centre Enria de Rennes, 12 mètres de large, 4 mètres de haut, 4 mètres de profondeur, c'est extrêmement impressionnant. Et ici, ça sert à simuler, à s'entraîner pour des infirmiers ou des infirmières de bloc à des simulations de procédures un petit peu complexes. On doit passer des outils à un chirurgien, il ne faut pas s'en mêler les pédales, il faut bien nettoyer les outils, s'assurer que tout est désinfecté, etc. Et donc il peut y avoir des procédures assez complexes. On vient s'entraîner dans un bloc, là c'est un des blocs opérateurs du CHU de Rennes, et on a simulé du coup ces procédures et cet entraînement en réalité virtuelle, où là toute erreur ne conduit pas à une catastrophe, mais puisqu'on est en virtuel et on pourra revenir en arrière si besoin. Réalité augmentée, donc là on parle cette fois-ci de dispositifs technologiques qui permettent non plus de vous plonger dans une autre réalité alternative, mais cette fois-ci d'incruster des éléments virtuels dans votre environnement réel. Donc, il y a plusieurs manières de faire. Un exemple très célèbre, ce sont les Google Glass, et puis là en ce moment il y a d'autres versions de ces lunettes qui sortent, notamment avec plus ou moins de succès par Meta, là. Donc vous avez des petites lunettes et on va, par un système de projection et sur les verres, incruster des éléments virtuels qui vont venir se superposer avec votre environnement. Une manière de faire aussi peut-être un petit peu différente ici, vous voyez un exemple dans un contexte de muséographie au musée de Rennes, au musée des Beaux-Arts de Rennes, au département d'archéologie du musée des Beaux-Arts, qui a quelques pièces d'archéologie égyptienne antique, notamment une momie de chat. Et en fait, on se demande souvent qu'est-ce qu'il y a dans la momie. Et plutôt que maintenant d'aller détruire cette momie en l'ouvrant, puis en regardant ce qu'il y a dedans, en risquant d'endommager le matériel archéologique, on peut faire un scanner, reconstruire ensuite en 3D l'intérieur de la momie, et puis l'afficher en réalité augmentée, ici sur un modèle d'impression 3D, sur lequel, avec des projecteurs, on va projeter ce qu'il y a à l'intérieur de cette momie, et puis avec le même système de captation de la position de la tête, adapté pour créer cet effet holographique, et vous avez l'impression, en vous promenant autour de la momie, de vraiment voir ce qu'il y a dedans avec le bon point de vue. Et notamment à Rennes, on a découvert quand même que dans notre petite momie de chat, au niveau de la tête, on a en fait des bobines de fil, et puis on a ici diagnostiqué avec des spécialistes qu'on avait en fait des ossements de 7 félins différents. Ce n'était pas un individu, mais sans doute c'était une momie d'ornementation et un cadeau plutôt qu'un individu et un chat qui avait été important pour le défunt. Voilà. Ensuite est apparu dans les années 90, alors on va voir juste après qu'en fait ces technologies sont en réalité assez anciennes, une notion de réalité mixte pour essayer d'englober toutes ces technologies immersives, depuis celles qui essayent de vous plonger dans la réalité virtuelle, jusqu'à celles qui vous laissent dans le réel mais essayent de modifier, d'altérer votre perception du réel ou d'augmenter votre vision du réel. On a parlé de dispositifs de réalité mixte pour englober tout ça. Et puis, fin des années 90, début des années 2000, apparaissent la vidéo 360. Donc là, on va capter avec des systèmes de caméra 360 des films, des vidéos, et puis ensuite, on va pouvoir les visualiser dans un casque de réalité virtuelle. Alors là, on n'est plus dans du virtuel, on est vraiment dans le rejeu de vidéo. Souvent, vous ne pouvez pas vous déplacer
et interagir avec les éléments, mais au moins vous pouvez revivre la scène et regarder autour de vous l'intérieur, par exemple, d'un site historique dans lequel vous ne pouvez pas aller et qui a été capté, la grotte de Lascaux. Vous allez vous balader dans la grotte de Lascaux comme ça, qui a été filmée, et vous pouvez revisiter. Donc cette vidéo 360, elle a un peu bouleversé la terminologie, parce que c'est une situation un peu particulière, on ne peut pas trop interagir, c'est juste de la vidéo, mais avec un contexte de visualisation 360. Donc est apparu le terme réalité étendue, XR, que vous avez peut-être entendu aussi, qui devient encore plus englobant, qui prend la réalité mixte, plus la vidéo 360. Et puis le petit nouveau, le petit dernier, mais qui n'est plus très nouveau maintenant et qui tombe même un petit peu en désuétude, on pourra en parler tout à l'heure, c'est la notion de métavers. Donc métavers, on est plus dans un sous-ensemble de ce dont je viens parler, et puis quelque chose d'un peu catégoriel. Là, on va parler d'un monde virtuel immersif, dans lequel on va pouvoir se plonger avec un casque de réalité virtuelle, ou alors sur un écran simplement lorsqu'on n'est pas équipé. Une certaine particularité de ce métavers, c'est qu'il va être persistant, c'est-à-dire que si vous sortez du monde métavers, il va continuer d'évoluer, de vivre même sans vous. Et puis il est partagé, et idéalement pour Mark Zuckerberg, par plein de gens. Donc un univers qui va être peuplé de dizaines, de centaines, voire de milliers ou de millions de personnes qui vont partager cette expérience commune, alors qu'ils sont en réalité à distance, et bien ils vont se retrouver au même endroit virtuel à partager dans ce métavers une expérience collective. Et dans ce métavers, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Un certain nombre d'activités humaines, en étant incarné par un avatar, donc on va y arriver à cette notion d'avatar, ce personnage qui vous représente dans le monde virtuel, que vous avez choisi pour vous représenter dans le monde virtuel. Et cet avatar, il va vous permettre de visiter, d'échanger avec d'autres, d'apprendre des choses, de créer, de s'amuser, tout ça c'est dans le meilleur des cas, de travailler, d'acheter des choses également, c'est un des objectifs de ces constructeurs. Ça va ? Bon. En fait, le métavers, c'est vraiment une opération marketing de Meta, de Facebook. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais du coup, Zuckerberg change le nom de sa société qui s'appelle Facebook pour Meta, avec l'objectif véritablement de s'orienter maintenant, d'orienter toute la société vers la construction de ce qu'il appelle l'Internet du futur, c'est-à-dire ce monde digitalisé dans lequel on va réaliser ce qu'on fait aujourd'hui sur Internet, mais de manière virtualisée, en réalité virtuelle, avec un avatar incarné dans un métavers. Et donc il oriente toute sa stratégie de développement, notamment sa roadmap recherche, vers cette notion de métavers, et ça crée un vrai électrochoc alors pas dans la communauté de recherche, parce qu'en fait, cette notion, c'est un recyclage, c'est des choses qu'on a déjà vues nous en recherche, c'est des concepts qui sont bien connus, qu'on appelait différemment avant. Là, il y a eu un renommage marketing, mais nous, on appelait ça en recherche les environnements virtuels partagés, collaboratifs, etc. Et vous voyez ici un exemple de métavers qui date de 1990, avec deux individus connectés avec des casques réalité virtuelle, des gants de données, qui interagissent ensemble dans un monde virtuel partagé. Donc il y a eu ce nommage et cet effet de mode marketing. Ça ne veut pas dire pour autant que ce n'était pas nouveau, parce que c'est quand même nouveau dans l'idée que ça s'industrialise, on atteint des volumes et une évolution technologique qui n'était pas aussi performante avant. Mais on voit que ces technologies immersives, elles passent par des modes, par des cycles, par des phases, avec notamment des effets marketing, des renommages, des nouveaux noms qui arrivent. Mais on constate quand même une évolution en continu de ces technologies depuis 30-40 ans, on y reviendra juste après, avec un perfectionnement, une diffusion plus massive dans la société progressive. Si on remonte justement sur l'historique de ces technologies immersives, en fait, on peut remonter assez loin. J'ai un petit laser ici, d'accord. Donc en fait, tout en haut, à droite, on a un des premiers dispositifs qu'on a catégorisé a posteriori, bien sûr, dans la case des technologies immersives. C'est un ingénieur américain qui s'appelle Morton Heilig. Si vous allez voir les brevets qu'il a inventés, il a inventé plein de trucs, c'est assez étonnant. Des gens géniaux comme ça. Et donc en 1950, il avait développé ce Sensorama qui me permettait déjà de visualiser une vidéo en 3D avec, je vais arrêter la petite vidéo là pour que ça marche pas, avec du son spatialisé, des sensations de mouvement, du vent, et donc un ensemble de stimulations sensorielles complexes, complémentaires, qui vous plongent dans cette vidéo d'une manière complètement et radicalement nouvelle en termes de puissance d'évocation sensorielle. Donc il a appelé ça le Sensorama, il en reste quelques exemplaires,
J'ai vu qu'il y a des musées aux US, on trouve des exemplaires du Sensorama. Je ne sais pas combien il en a vendu, sans doute pas énormément quand même. Mais c'était un des pionniers de ce domaine-là. Alors en dessous, ce qu'on voit là c'est beaucoup plus proche de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est 1960, c'est Sutherland et ses collègues qui, aux États-Unis, qui font la démonstration du premier système véritablement opérationnel de lunettes de réalité augmentée. Donc là, c'est spectaculaire, parce qu'en fait, tout est là. Tout y est déjà. Vous avez la vision binoculaire avec deux affichages, 2 écrans, et puis le système de capture de mouvement, voilà, et le calcul qui se fait en temps réel pour actualiser l'image en fonction de votre point de vue. Et vous avez ici un objet extrêmement simple, rudimentaire, juste un cube, les arêtes d'un cube qui sont affichées en réalité augmentée. Ce système s'appelle l'épée de Damoclès, parce que le système était assez imposant au-dessus de la tête de l'utilisateur. C'était un peu inquiétant lorsqu'on mettait ce truc-là sur la tête. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est en 1960, c'est-à-dire il y a 60 ans, plus de 60 ans, et en fait tout est là, c'est déjà les lunettes de réalité augmentée que va bientôt nous vendre peut-être des constructeurs comme Meta ou Apple. Donc il a influencé des générations ensuite de chercheurs, hein, Ivan Sutherland, il a fait aussi plein d'autres choses après. Dans les années 80, on commence à voir les premières sociétés de réalité virtuelle, c'est-à-dire des constructeurs qui vendent des casques, qui vendent des gants de données, les premiers gants de données, pour avoir sa main qui est captée et qui peut du coup être utilisée, représentée en réalité virtuelle. Donc là, il y a un grand nom, c'est Jaron Lanier, aux US, c'est lui qui a inventé le terme réalité virtuelle, donc on aime bien citer les gens les pionniers du domaine. C'est un type extraordinaire, il a sorti des bouquins vraiment très intéressants, il est complètement original, ce monsieur. C'est aussi un musicien, c'est un inventeur génial. Il avait senti ça, mais en fait presque trop tôt, dans les années 80, il avait construit sa boîte, et il vendait quand même des dispositifs de réalité virtuelle à plein d'entreprises américaines qui pouvaient se payer à l'époque les calculateurs, donc il fallait un calculateur qui faisait la moitié de cette pièce sans doute, et puis ça coûtait plusieurs millions de dollars. Donc c'était Airbus, c'était enfin pas Airbus, mais Boeing aux États-Unis, ou d'autres industriels, par exemple du oil and gas, de l'énergie, qui pouvaient s'acheter des systèmes comme ça. 1980, on voit commencer à apparaître les technologies haptiques. Alors ça j'adore, c'était mon sujet de thèse, 1998-2002, ça ne me rajeunit pas, mais moi j'avais commencé sur ces technologies-là. Donc comment est-ce qu'on peut toucher les objets virtuels, ressentir les interactions physiques avec la matière virtuelle, ça me fascinait complètement à l'époque. J'ai continué de travailler là-dessus, j'en parlerai pas du tout aujourd'hui, mais peut-être si je reviens sur les épaules du géant, on pourra parler du sens du toucher, de comment est-ce qu'on artificialise le sens du toucher. Ce sera un autre sujet. Donc voilà, on voit ici par exemple un bras à retour d'effort qui sert à interagir avec des molécules et sentir les forces moléculaires, intramoléculaires, dans l'industrie notamment pharmaceutique. Ça peut être intéressant pour faire de la composition de molécules et de ressentir les interactions entre les molécules. Et arrive dans les années 90 d'autres types de dispositifs visuels. Les casques, ça ne marchait pas du tout à l'époque, franchement. Moi, pour les essayer, on était malade en quelques secondes. C'était vraiment insupportable. Et donc on avait trouvé ces histoires de cave, de systèmes à base de projection qui marchaient beaucoup mieux, où il y avait moins de cybersickness, de mal des simulateurs. Et les années 2000 que moi j'ai connues pendant ma thèse, c'est vraiment les années où la réalité virtuelle, ces technologies-là, diffusent, enfin je dirais, dans les grands groupes industriels. Et là, on a vraiment un usage quotidien de ces technologies-là, chez Airbus en France, chez Dassault, chez Renault, etc. Enfin, tous les industriels qui pouvaient se payer effectivement ces dispositifs-là. Et ce qui se passe dans les années 2010, c'est cette bascule progressive vers le grand public, avec le rachat notamment par Zuckerberg de la société Oculus Rift, vous avez peut-être suivi ça, pour $1 milliard à l'époque, avec des prévisions économiques qui étaient énormes derrière. Et il équipe Meta de cette société qui construit des casques de réalité virtuelle très efficaces, très puissants, qui pour la première fois réduisent les problèmes de latence de manière efficace et commencent à créer une expérience qui est convaincante avec un petit peu moins de mal de simulateur. Et donc vous connaissez peut-être cette image assez inquiétante en fait, de Zuckerberg qui rentre dans la salle et tout le monde est équipé de casques, personne ne le voit en fait. Et c'était à la fois, je pense que c'était contre-productif presque cette image à l'époque. Arrivent du coup dans la foulée ces visiocasques commerciaux. Donc si vous allez aujourd'hui, je ne vais pas faire de publicité pour
des magasins d'électroménager, mais vous allez dans n'importe quel magasin d'électroménager et vous allez pouvoir acheter un casque de réalité virtuelle. Donc ça, c'est complètement fou pour nous qui avons démarré dans ce domaine il y a 25 ans, de dire que ces technologies-là, elles sont maintenant sur étagère. Mais c'est effectivement le cas, avec des limites, on va y revenir après. Donc on peut acheter des casques de réalité virtuelle aujourd'hui avec souvent l'idée de l'utiliser dans le domaine du divertissement, pour des consoles de jeux, des applications de tourisme ou de visite, etc. Donc arrive cette notion d'ère, de fameuse ère des métavers. Donc ça c'est 2020, dans les années 2020. Alors est-ce qu'on y est dans cette ère des métavers? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a eu avant. C'est toujours comme ça en fait. Il y a toujours eu avant en fait déjà des choses comme ça. Si pour ceux qui se souviennent, les plus anciens se souviennent sans doute de Second Life. Qu'est-ce qu'elle allait dire? Quelqu'un qui allait en parler là sans doute. Donc Second Life, qui était déjà un exemple de métavers avant l'heure, qui ne s'appelait pas métavers, mais qui était un environnement virtuel partagé, on se connectait avec d'autres. Il continue d'être utilisé aujourd'hui. Hein. Il y a des aficionados de Second Life qui continuent d'utiliser plusieurs dizaines d'années après. Mais l'idée, c'est que ça va se démocratiser, ça va devenir l'Internet du futur. Ça, cette idée-là, elle germe, en tout cas, elle est diffusée par les géants de la tech dans les années 2020. Et alors la question c'est, est-ce que ça va vraiment arriver? Donc là, on n'a pas de boule de cristal aujourd'hui. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il reste pas mal de problèmes à surmonter pour que ce soit le cas, même si ça reste dans la roadmap, et que sans doute, il y aura des évolutions progressives qui vont résoudre ces problèmes. Et ces technologies-là, elles vont diffuser d'une manière ou d'une autre, sans doute, dans la société. À voir de quelle manière, effectivement. Les défis qui restent à surmonter, je l'évoque rapidement, c'est qu'il faut quand même encore améliorer ces matériels, ces casques de réalité virtuelle qui sont quand même pas super confortables à utiliser, certainement pas toute la journée. Il faut améliorer les systèmes d'interaction, le logiciel qu'il y a derrière, l'interaction de machine, la perception, comprendre un petit peu ces problèmes de mal des simulateurs, notamment de cinétose, de cyber-sickness, le mal du cyber. Et puis, ce qui arrive assez vite, en fait, et ce qu'on n'avait pas du tout anticipé, nous, comme chercheurs technologiques, c'est que d'autres questions arrivent très très vite avec ces questions de diffusion massive de ces technologies-là. Le fait qu'on mette ces technologies dans les mains, maintenant, de nos enfants, de personnes potentiellement fragiles, arrive très vite, et on l'avait pas du tout... Enfin, moi, je n'avais pas du tout anticipé ça à l'époque, et maintenant... je me sens forcément interpellé par ces aspects-là. Les questions éthiques, les questions de risque, exploitation des données, risque physiologique, risque psychologique. Et donc ça mène à une série d'enjeux dans lesquels nous, chercheurs en technologie, on est de plus en plus interpellés et on veut bien collaborer aussi avec des collègues plutôt spécialistes de ces aspects-là, juridiques, politiques, économiques, environnementaux évidemment, etc. La tâche est énorme. Mais c'est ce qui nous motive le matin quand on va au labo. Parce que la promesse aussi derrière, elle est évidemment fascinante, parce que vous avez plein d'applications qui vont avoir un gain lorsque vous allez passer à l'immersif, que ce soit dans le cinéma, le jeu vidéo, la télé, ça c'est peut-être pour la partie divertissement, mais ensuite dans l'éducation, dans la formation, dans la médecine, dans le patrimoine culturel, dans le sport, etc. Alors nous, c'est plus sur ces aspects-là qu'on va essayer de pousser, en tant que laboratoire de recherche publique au service du bien commun. On va essayer de pousser, nous, ces applications où on a identifié que la réalité virtuelle amenait quelque chose, on y reviendra après si vous voulez, mais cette fois-ci avec une vraie valeur sociétale ajoutée, par exemple, formation, patrimoine, santé, culture, sport, on sait que là, il y a vraiment des choses à gagner. Voilà pour cette première introduction sur la réalité virtuelle. Je souhaitais d'abord commencer par vraiment reposer toutes les bases, pour rentrer maintenant dans le vif du sujet de cette question des avatars, et de l'incarnation virtuelle dans un personnage numérique, digital, qui, moi, me fascine complètement, parce qu'on a découvert ça 2005, je crois, non, peut-être après encore, 2010, on a commencé à se poser ces questions-là, et sont arrivées plein de questions, très originales, très intrigantes, aussi bien sur la technologie que sur la dimension psychologique de l'affaire. Et quand on parle de la dimension psychologique de ce que c'est qu'une expérience de réalité virtuelle, de vivre ça, quand vous avez mis un casque de réalité virtuelle, vous êtes retrouvé dans un avatar. Alors il y a plusieurs notions qui émergent. Il y a cette notion donc de présence, ce sentiment qui arrive d'être là-bas, d'être ailleurs. La coprésence, cette notion de vivre ça avec d'autres personnes qui sont vraiment à côté de vous, alors qu'en fait ils peuvent se retrouver aux États-Unis ou en Australie. On identifie des illusions comme la place illusion, donc l'illusion vraiment d'être à un endroit
complètement imaginaire. L'illusion de plausibilité, que vous vivez des trucs qui arrivent vraiment, alors qu'en fait c'est virtuel. Et puis l'illusion de virtual body ownership, cette espèce d'illusion curieuse d'avoir ce corps virtuel, d'être dans ce corps virtuel, dans cet avatar. Et quand on creuse un peu ce sens de l'incarnation virtuelle, il y a plusieurs dimensions qui ont été identifiées par des chercheurs. Cette idée d'illusion de posséder ce corps virtuel, c'est le nôtre. Cette illusion de le contrôler, que vous êtes en capacité de contrôler ce truc virtuel, et que vous êtes à l'intérieur de ce corps. On va voir qu'il y a des expériences qui consistent justement à sortir de ce corps virtuel, de vivre des out-of-body experiences, comme ça, donc ça peut être un peu curieux. Et puis il y a des effets encore plus originaux qu'on va aborder juste après, l'effet Proteus notamment, je tease là et je vous en parle après. Des effets comportementaux extrêmement curieux liés aux avatars. On a commencé en 2015 sur cette thématique des avatars, et le premier truc qu'on a voulu faire, c'était de regarder jusqu'où on peut aller dans l'appropriation d'un corps virtuel, d'un avatar. Et on a eu l'idée à l'époque de tester une situation complètement étrange, qui était de tester si on pouvait s'approprier un corps dysmorphique, donc un corps qui a une morphologie différente. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on va pouvoir assimiler un membre en plus, virtuel, un 6e doigt. Donc vous mettez le casque de réalité virtuelle sur la tête, vous regardez votre main, et puis elle est très bien animée, elle est très réaliste, et puis vous avez un 6e doigt. Et donc on a regardé comment est-ce que vous allez réagir, et est-ce que vous allez accepter, est-ce qu'on peut vous faire accepter cette dysmorphie, ce corps virtuel différent. Donc on a mis au point une procédure assez astucieuse qui consiste à utiliser un petit pinceau là pour caresser vos doigts successivement avec un expérimentateur qui vient vous faire des petits massages de doigts là, c'est très agréable. Et en fait évidemment dans la scène virtuelle il y a un petit pinceau qui se balade, mais quand il va se balader sur votre 6e doigt virtuel, là il faut qu'on triche parce que vous n'avez pas a priori de 6e doigt. Ça peut arriver, ça s'appelle la polydactylie. Et quand il passe sur le 6e doigt, l'expérimentateur, lui, repasse de manière super synchronisée sur votre annulaire. Okay, donc vous sentez une sensation tactile sur votre annulaire, et à l'écran, vous voyez un pinceau qui passe sur votre 6e doigt. Ça va? Vous l'avez? Et bien en quelques passages, vous commencez à ressentir physiquement, nerveusement, un 6e doigt. Et ça marche super bien. Alors comment on montre ça? En fait, on fait une expérience avec 2 groupes témoins. Enfin, un groupe témoin, un groupe interventionnel, un groupe sur lequel on fait ça, puis l'autre, en fait, on passe jamais dessus. Il est toujours ignoré, ce 6e doigt. Puis à la fin, on dit aux gens, lève ton 6e doigt. Soulève ton 6e doigt. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans le groupe interventionnel, ils se mettent à essayer de soulever un truc. Tous. Et puis dans le groupe où on n'a rien fait, ils disent, non, qu'est-ce que tu me racontes là? Je peux pas soulever ce truc. Voilà. Et ça marche très bien. Donc on a créé c'était assez étonnant, comme c'était en 2015, je crois. On montre là qu'on peut, le processus d'incarnation virtuelle, avec des petites techniques comme ça, permet d'aller assez loin dans l'appropriation d'un corps virtuel, jusqu'ici à avoir un corps virtuel qui est dysmorphique et un membre en plus. Ensuite, on s'est amusé avec d'autres trucs comme ça, là, du même style. Donc là, on a l'illusion du très long bras. Donc c'est pas nous qui avons inventé ça, c'était Mel Slater. Mais on a voulu regarder jusqu'où on pouvait aller, etc. Et là, par exemple, cette illusion, elle va jusqu'à 2,50 m. Au-delà, ça commence à devenir vraiment trop bizarre. Mais bon, ça laisse un peu de marge quand même. Et puis, ouais, alors le danger, là, j'y reviendrai juste après. Ça, c'est une manière de... J'y reviendrai après sur le danger virtuel. Autre expérience, juste pour vous montrer que dans les labos français, on fait des trucs vachement originaux mais vachement sérieux. Ici, il s'agissait de voir est-ce qu'on peut mettre 2 personnes dans le même corps. Vous allez cohabiter avec votre voisin dans le même corps virtuel. Donc on va prendre un utilisateur, ici, là, vous voyez ici, c'est une collaboration avec des chercheurs japonais, qui bouge par exemple ses mains, et puis l'autre il bouge les bras, et du coup l'avatar dans lequel ils sont bouge à la fois les bras et les mains.
Et ce qui est très amusant, c'est que en fait, les gens, nous on se demandait un petit peu comment ils allaient réagir, et en fait les gens acceptent très bien cette situation, ils rejettent pas ça, et ils arrivent à synchroniser. Alors j'arrive pas à lancer cette vidéo, mais c'est peut-être le pointeur en fait. Ah, le pointeur, tac. Ouais, non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Ils arrivent à synchroniser pour allumer ici des bougies à deux. Et alors vous allez me dire, bon, bah, ok, c'est marrant comme expérience, ça sert à quoi? Et en fait, derrière, ce qui est ce concept, il a vraiment cartonné dans la communauté. On appelait ça la co-incarnation virtuelle. Et ce qu'on commence à avoir, c'est des papiers qui montrent qu'en formation, c'est vachement utile que votre prof prenne le contrôle de votre corps et vous montre de l'intérieur ce qu'il faut faire. Par exemple, si vous faites des cours de danse, moi je fais du tango, ça peut être intéressant à un moment qu'on dit non mais attends, il faut que tu tiennes plus comme ça, ou que tu mettes ta main plus comme ça et ça. Et du coup, on va prendre vraiment le contrôle de votre corps pour vous montrer vraiment comment il faut faire et comment est-ce qu'on doit être. Et il y a des premiers papiers qui sortent qui montrent que c'est mieux que de regarder une vidéo qu'on vous explique, etc. Donc il y a vraiment un potentiel usage aussi dans le domaine de la formation. Alors après, comme on a une expertise dans le labo sur l'analyse d'activité cérébrale, on est allé voir ce qui se passe dans votre cerveau lorsqu'on vous expose à des situations un petit peu comme ça, un peu étranges avec votre corps virtuel. Donc là, on a vu une expérience où vous étiez incarné dans un avatar relativement réaliste, et on vous demande de faire des mouvements, par exemple des mouvements de doigts, et on va commencer à manipuler votre avatar à votre insu, à prendre un peu le contrôle de cet avatar, et à lui faire un peu n'importe quoi. Donc par exemple, vous soulevez le pouce, et puis c'est le petit doigt qui se soulève. Okay. Ou alors on commence à mettre un déphasage, quoi. Alors, vous levez votre pouce comme ça, là, et puis en fait il y a un petit décalage dans le temps, donc ce que vous voyez, c'est un doigt qui réagit super lentement. Et ce qu'on a observé, c'est que se met à s'allumer dans votre cerveau, dans ces situations-là, ici, là, une zone qui est la zone qui s'allume pour des patients schizophrènes qui vivent une expérience d'hallucination sensorielle. Et donc de faire ça, de commencer à avoir un avatar, un corps virtuel qui vous échappe, c'est assez cohérent en fait, c'est vivre une expérience d'hallucination sensorielle. Ça revient à ça. Il va se passer ce même genre de phénomène dans votre cerveau. Donc on se dit qu'il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait, même si nos participants, on ne savait pas ce qu'on allait trouver dans cette étude, mais ils ont tous survécu, ils ne sont pas traumatisés, et jusqu'ici tout va bien. Mais ça donne des éléments quand même sur ce qui peut se passer. Alors, autre protocole qui est assez étonnant, qui est utilisé beaucoup dans ces études-là, c'est un danger virtuel. L'exposition à un danger virtuel. C'est-à-dire que vous allez être incarné dans un avatar, et puis, voilà, alors là c'est un cas vraiment extrême, il y a un type qui rentre et qui vous plante un couteau dans la main. Donc là, c'était vraiment le cas le plus peut-être terrible qu'on avait implémenté. Je vous rassure, on a fait passer des comités éthiques, on a fait des choses qui sont tout à fait validées éthiquement. C'était bien contrôlé et personne n'a été blessé là-dedans. Et pourquoi est-ce qu'on fait ces expériences de danger virtuel, d'exposition au danger virtuel? Parce que c'est le meilleur moyen de vérifier que vous êtes bien incarné dans un avatar. Si vous avez bien assimilé ce corps virtuel, vous allez enlever votre main. Vous avez une réaction d'évitement au danger. Et si vous en fichez complètement parce que vous n'avez pas assimilé ce corps virtuel, vous allez laisser votre main et bon, whatever, c'est virtuel, il ne va rien m'arriver. Et on l'observe notamment quand il y a un petit décalage dans le temps, c'est-à-dire quand vous avez une animation qui est... On rajoute des retards artificiels, donc on casse un peu l'immersion, et là on voit que les gens ne retirent plus la main. Dès qu'on commence à rajouter du lag, du retard, les gens ne retirent plus la main. Et donc c'est un bon indicateur, cette réaction au danger, sur est-ce que vous avez intégré, est-ce que vous pensez que c'est vraiment votre corps? Il est sensible au danger. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a fait une expérience où on répète les dangers, et vous continuez d'enlever la main. Même si on répète le truc 50 fois, alors qu'il ne va rien se passer, vous êtes en virtuel, ça ne va pas vous faire mal, ça vous fait pas mal, mais vous continuez de retirer la main. Voilà. Alors après, il y a des gens qui vont encore plus loin. Donc je peux citer quelques expériences qui prêtent... Alors tout ça aussi, c'est des expériences de laboratoire, des choses qui ont été faites avec un cadre éthique, avec une méthode scientifique rigoureuse, et en plus on connaît très bien les labos, donc on sait qu'ils travaillent tout à fait proprement.
mais qui vont vraiment très loin. Je ne sais pas si on aurait pu faire ça dans notre labo. Donc, ils créent par exemple des situations de out-of-body experience. Donc, on va s'échapper de notre corps virtuel, vivre une expérience qui peut arriver dans la vraie vie, où on a l'impression qu'on sort de son corps, se décorporalise. On va voyager dans le temps, où on se voit en train de faire des choses, on se voit de l'extérieur en train de faire des trucs qui sont arrivés 5 minutes avant. L'expérience de 1000 grammes, pour ceux qui connaissent, qui est assez extrêmement dérangeante. On va avec un expérimentateur à côté qui vous demande d'envoyer des courants électriques dans une autre personne, et il se trouve que la présence de cette autorité fait que vous allez envoyer des courants électriques et torturer quelqu'un sous la demande d'un sachant. Donc ça, c'est très perturbant comme expérience. Elle a été reproduite en réalité virtuelle sur des avatars. Des expériences ça c'est un truc assez fou, là, des expériences de mort imminente, où il y a tout un protocole pour vous exposer à une expérience où vous allez mourir progressivement, et vous avez le tunnel blanc, etc. Puis là, on arrête l'expérience. Et on vous demande qu'est-ce qu'il y a après le tunnel blanc, et en général, les gens, ils savent pas répondre. Mais là, l'idée, c'est de voir si, en étant exposé à ces situations-là, vous allez diminuer votre peur de la mort. Et le résultat n'était pas évident. Je pense que c'était, dans mon souvenir, c'était pas significatif. Ça ne permettait pas de le faire. Voilà. Donc ça, c'est des expériences assez extrêmes. Quelque chose de moins extrême, mais quand même très révélateur, et qui, là, pour le coup, je pense que ça peut être un sujet de discussion entre nous, c'est le fameux effet Proteus dont j'ai commencé à parler tout à l'heure. Donc là, l'effet Proteus, dont le nom a été proposé par Yi et Bellenson à Stanford dans les années 2010, dans mon souvenir, ça réfère à un autre domaine de la psychologie sur les effets de stéréotypes. En tout cas, l'idée, c'est que quand vous êtes incarné dans un avatar qui a un stéréotype fort, eh bien, vous allez finir par vous comporter plus ou moins consciemment en étant influencé par ce stéréotype. Donc typiquement dans l'expérience de Bellenson, c'était pas en réalité virtuelle, c'était dans des jeux en ligne. Vous avez choisi un avatar et il attribuait... on attribuait des avatars de tailles différentes, un petit ou un grand avatar, et on demandait aux gens de négocier. Et en fait, les gens qui avaient un grand avatar négociaient de manière plus agressive que ceux qui avaient un petit avatar. Et c'est sur des grandes populations, ces effets statistiques, mais clairement, c'était des effets significatifs. Donc l'avatar que vous choisissez va vous influencer ensuite dans votre manière de vous comporter en ligne avec les autres avatars. Autre expérience assez emblématique, c'est celle ici avec Einstein. Donc là, vous êtes dans l'avatar d'Einstein, et on va vous demander de faire des tests cognitifs. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand vous êtes dans l'avatar d'Einstein, vous êtes meilleur que quand vous êtes dans votre avatar. Bon, il y a peut-être des profs de maths dans la salle, peut-être que là, ça ne marche pas pour les profs de maths. Mais bon. Mais du coup, là, il y a aussi un effet statistique où... Alors, ça ne veut pas dire qu'on devient plus intelligent, sans doute. On ne peut pas devenir plus intelligent comme ça, mais peut-être qu'on va mobiliser ses capacités un peu différemment. On va s'autoriser peut-être plus à se laisser aller, à accepter qu'on peut peut-être réussir cet exercice, et on va le réussir. Nous, avec des collègues de l'ENSAM, on a surfé un peu sur cette vague-là, sur l'effet Proteus, et on a fait la même chose, alors pas avec Einstein, mais avec Léonard de Vinci. Et on vous a incarné dans Léonard de Vinci. Ou alors, dans votre avatar réaliste, fidèle à vous-même. Et on demandait aux gens de faire des tâches de créativité. Par exemple, brainstormer. Et on s'est aperçu, et là ça nous a vraiment scotché, c'est que quand vous êtes dans l'avatar de Leonardo, sur certaines tâches, vous aviez 2 fois plus d'idées que lorsque vous étiez dans votre avatar. Donc on a vraiment constaté nous-mêmes, dans notre laboratoire, dans une étude très bien contrôlée, la puissance de cet effet Proteus qui arrive à faire en sorte que les gens se mettent à avoir 2 fois plus d'idées quand on est dans un avatar que dans un autre. Ce qui est intéressant dans ce papier-là, je prends juste une minute là-dessus, c'est que par rapport aux autres papiers qui sont toujours hyper enthousiastes, nous, ce qu'on a observé dans cette étude, c'est qu'il y avait une deuxième dimension de la créativité où la performance était mauvaise et devenait mauvaise. On était moins bon en créativité convergente, pour en discuter si vous voulez.
Et donc on a trouvé ça super intéressant parce que ça commence à interpeller sur cette notion de qu'est-ce qu'on fait avec ces avatars et quels sont les risques. C'est que si on commence à faire n'importe quoi et qu'on s'incarne dans des avatars avec des forts stéréotypes, pour une finalité donnée, peut-être on peut avoir un effet paradoxal, et en fait ça va pas marcher, voire même ça va impacter négativement. Donc c'est ça qui est aussi derrière ce papier. Alors, si je commence à rentrer dans les usages bienveillants, je crois qu'il me reste 5 minutes. Mince, il faut que j'accélère. Les bons usages de tout ça. Alors, la question des avatars. Donc, on voit que quand on les mobilise, on peut améliorer ses capacités sans devenir pour autant meilleur cognitivement. On va se libérer peut-être de certains interdits, tabous, et on va peut-être être meilleur cognitivement, en créativité, etc. On peut diminuer aussi des biais cognitifs qu'on a implicites, notamment des biais implicites racistes ou des biais agistes, des biais de jugement sur des personnes qui sont âgées ou jeunes. On a montré que quand on s'incarnait dans des avatars âgés, jeunes, avec une couleur de peau différente, on diminuait les biais implicites racistes. Dans des contextes de réduction de violence ou de thérapie, l'usage des avatars a été testé et on a montré des effets positifs sur la réduction potentielle de violence conjugale, maternelle, dans des thérapies, des psychothérapies, traitement de l'anorexie. Je pourrais y revenir si vous voulez. Et puis, c'est un très bon moyen pour faire prendre conscience aux gens par un effet de perspective sur des problématiques données, notamment l'impact environnemental, les risques climatiques, la cause animale, etc. Il y a plein d'études qui montrent qu'en vivant des expériences de réalité virtuelle, on peut plus facilement toucher les gens et leur faire prendre conscience de certains problèmes. Et maintenant, les effets malveillants. Donc on s'est posé la question sur cette question des avatars et on a bien vu que des personnes mal intentionnées pouvaient aussi se saisir de ces technologies-là pour faire des choses potentiellement malveillantes en se basant sur cette puissance de l'expérience immersive. Par exemple, essayer d'altérer l'identité. Le risque aussi, c'est que quand on passe toute une journée en étant Brad Pitt, peut-être que quand on se regarde le soir dans la glace, on a un petit effet déceptif. Voilà, des risques de moins s'aimer dans le réel. On voit qu'on commence à avoir des phénomènes comme ça aussi sur les réseaux sociaux avec les filtres et les effets d'avatar. Sur la manipulation de l'agency, du contrôle des avatars, on voit qu'on peut commencer à créer des actions, prendre le contrôle d'un corps et commencer à faire des actions à l'avatar d'une personne qui ne sont pas contrôlées par cette personne. Donc on peut créer des actions fantômes, des faux souvenirs. On peut aussi créer, avec cette idée de localisation, des effets de décorporalisation, des manipulations spatiales. Un bon exemple qui a été donné dans un papier, c'est quelqu'un qui hackerait votre système et vous êtes en train de faire un jeu de boxe. Et puis quand il y a votre conjoint ou votre épouse qui passe à côté, on hack le système pour que vous déplaciez sans faire attention, puis boum, vous envoyez un coup de poing à votre épouse, quoi, ou à votre conjoint. Voilà, on voit qu'on peut commencer à tricher avec ces choses-là. Et puis cet effet Proteus qui est très questionnant, on voit qu'il y a un effet psychologique fort lié au stéréotype de l'avatar. Potentiellement, ça peut influencer nos actions, nos comportements, on l'a vu. Le vécu ou le souvenir d'un événement, il y a quelques exemples aussi là-dessus. Voire une opinion, on voit sur la prise de conscience de certaines choses. Possiblement durablement, même si là, les études ne sont pas encore très claires sur les effets à long terme de ces expositions-là. On manque encore de données là-dessus. Et puis, ce qu'on voit, c'est que aussi, et là, on a beaucoup attiré l'attention là-dessus, sur le côté effet potentiellement amplifié pour des personnes fragiles et des expériences extrêmes. Avec l'idée que si on commence à vivre des expériences très violentes, très transgressives, là on peut se poser la question de la perte de repères, de la banalisation, etc. Il y a assez peu de recul là-dessus, mais on sait qu'en RV, en réalité virtuelle, l'expérience va être d'autant plus puissante que par rapport à un simple écran où déjà la vidéo peut être très, très traumatique. Donc il faut être sans doute beaucoup plus vigilant encore avec des personnes qui sont fragiles psychologiquement, on pense aux enfants, des gens qui ont des pathologies psychiatriques, des personnes traumatisées, etc. Un exemple pour finir d'une application qui nous questionne, nous, c'est un truc qu'on a découvert il y a 2 ans, dans un contexte d'interaction avec des avatars, dans un projet européen qui justement essaye de trouver des techniques pour modérer les mondes virtuels et essayer d'éviter le cyberharcèlement en ligne. Donc nous, on s'occupait de la partie tactile. On a découvert un effet assez étonnant sur les vibrations quand on parle avec d'autres avatars et d'autres personnages, et qu'on va utiliser des vibrations en support, en soutien de ces interactions verbales. Donc là, je parle avec vous. Imaginez que quand je vous parle, votre portable se met à vibrer, synchronisé avec ma parole.
Si je vous dis bonjour, votre portable va faire bzz bzz. OK ? Eh bien, vous allez artificiellement me faire un petit peu plus confiance. Plus 20%. C'est pas mal quand même. Et moi, si ça vibre en même temps, je vais avoir un petit peu plus confiance en moi quand je vous parle. Plus 20%. Donc là, typiquement, ce résultat-là, on s'est posé des questions à la publication parce qu'on s'est dit, voilà un résultat dans les interactions sociales avec les avatars et ça. On voit très bien les applications à la fois positives et négatives de ça. Imaginez un débat télévisé, on va donner un peu plus de poids à une personne par rapport à l'autre. Et typiquement, on est confronté à ça aussi, nous, chercheurs, c'est-à-dire quand on publie un résultat de cette nature, arrivent assez vite ces questions d'usage, un peu plus qu'à une certaine époque. Je termine avec un bon usage pour nous, c'est le projet Verare au CHU de Rennes, c'est mon dernier transparent, Mathilde, détends-toi. C'est un projet qui montre quand même la force de ces avatars et de ces applications-là. C'est un partenariat au long cours avec le CHU de Rennes, où on travaille beaucoup avec les services de rééducation, et on croit beaucoup à l'usage de ces technologies dans le domaine de la santé et de la médecine. Voilà un projet qu'on a lancé en plein cœur de la crise Covid, pour essayer de désengorger les services de réa, avec des patients qui sont en soins intensifs, et quand ils se réveillent du coma, après 1 semaine, 2 semaines de coma, ils sont hyper fragiles, ils n'arrivent plus à s'alimenter tout seuls, ils n'arrivent plus à marcher, et il y a assez peu de moyens de rééducation, notamment parce que s'ils se mettent debout, ils font un AVC, donc il ne faut pas trop forcer. Et donc là, l'idée, c'est de leur mettre un casque de réalité virtuelle sur la tête, 1 heure après le réveil, et ils se voient dans un corps qui marche, dans un avatar, à la première personne, vous voyez ici, là. Ah, la vidéo ne se lance plus, mais je vais peut-être la relancer. Ah, j'ai encore un transparent, Mathilde. Oui. Et donc, ils se voient en train de marcher, et ça, notre hypothèse, c'est que en faisant ça, on va les faire récupérer beaucoup plus vite la marche, parce qu'ils vont réactiver leur circuit locomoteur, et ils vont ainsi démarrer leur rééducation de manière beaucoup plus précoce. Et les premiers résultats cliniques, je ne peux pas en parler, ils sont extrêmement encourageants. Avec l'idée de créer une start-up là-dessus, d'ailleurs. Et juste pour terminer, parce que du coup ça peut être encore plus enthousiasmant, voire encore plus inquiétant, c'est que ces avatars, ils arrivent dans le réel aussi, en réalité augmentée. Et là, c'est cette question qui va arriver sans doute, cette possibilité de se déguiser numériquement, de commencer dans le réel à se masquer, se déguiser, s'accessoriser, s'augmenter numériquement. Cette question des avatars augmentés, on commence à la voir. Nous, on a publié plusieurs articles là-dessus. Alors ça peut être par exemple ici avec des systèmes où vous mettez vos mains là-dessous et puis en fait elles se transforment. Vous avez des mains robotiques ici, dans le réel. Ou ici, on va à la salle d'escalade et on envoie son avatar faire le parcours d'escalade pour voir si on est bien proportionné, qu'on va bien y arriver, et qu'il faut plutôt prendre telle prise ou telle autre. Voilà, pour continuer, des ouvrages que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies ou sur Internet. Et puis, voilà, on a clarifié la terminologie, essayer de voir la singularité de cette expérience, voir les effets très puissants qu'il y a derrière, avec des usages potentiellement positifs ou négatifs. Et maintenant, échange et questions. Et la question qui reste derrière, c'est est-ce qu'il faut se méfier de ces avatars ? Merci à vous. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on entend, c'est bon. Merci beaucoup, Anatole Lécuyer. Et bien, on passe rapidement aux questions, on n'aura pas beaucoup de temps. Donc il ne faut pas hésiter à profiter de la présence d'Anatole. On a 12 minutes, non ? Non, il faut qu'on finisse ça. Ah, d'accord, on s'est fait un peu raboter. Ouais. Merci pour la première question, qui est souvent la plus difficile. On l'encourage. Merci. Comme on n'a pas beaucoup de temps, j'aurais 2 questions, mais je ne sais pas si j'ai le droit. La première, j'ai un peu du mal à formuler, mais sur l'expérience de la main avec les 6 doigts. Je voulais savoir si vous aviez un autre groupe qui aurait fait la même expérience sans casque, avec juste les yeux fermés, et juste la personne qui dit « Maintenant, je passe sur ton 6e doigt », et en fait passe sur l'annulaire, comme vous avez dit. Ouais. Parce que je me demandais, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà fait, mais j'ai déjà fait l'expérience de... Quelqu'un me dit « Donne-moi ton avant-bras, ferme les yeux, je vais déplacer mon doigt, caresser ton avant-bras, et après tu vas me dire quel tracé j'ai fait. »
Et des fois, on est incapable de reproduire le même tracé. Et je me demande s'il y a un lien avec la proprioception. En fait, si la personne avec le pinceau sur la main est passée plein de fois, dans différents sens et tout, au bout d'un moment, en fait, quand on voit plus sa main, on perd un peu la notion de son corps. Et du coup, je me demandais si même sans voir à l'image le 6e doigt, on peut s'imaginer qu'on a le 6e doigt, quoi. D'accord. Eh ben, c'est une super idée. J'ai pas en tête d'études qui a porté vraiment là-dessus. Donc, à toi de jouer. Et il y a peut-être un truc là. C'est la deuxième fois dans le festival que j'entends quelqu'un du public donner une idée à un chercheur. Tout à fait, c'est ça l'intérêt aussi. Et juste pour rebondir, comme il y a beaucoup de choses sur le 6e doigt ensuite, dans la foulée de ce papier, il y a eu plein de trucs, notamment il y a des bras robotiques qui essayent de... Une espèce de 6e doigt, c'est aussi robotisé, alors on en trouve beaucoup en ce moment. Il y a des études sur les effets, les réactions cérébrales aussi sur ce 6e doigt aussi. Il y a eu plein de choses là-dessus, sur l'idée de membres en plus et d'augmenter la dysmorphie, de jouer sur la dysmorphie, d'augmenter les membres. Mais à ma connaissance, ce que vous proposez, j'ai pas en tête. En fait, c'était que juste en fermant les yeux, on peut aussi perdre la notion de son propre corps au bout d'un moment. Écoute, à essayer. D'accord. Et juste ma deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez développer sur vous avez dit les performances sur la créativité avec l'expérience Léonard de Vinci. Ouais. Les performances qui étaient pas bonnes, vous avez parlé de créativité convergente, je crois. Oui. Donc là, on a travaillé avec des spécialistes vraiment de cette question de la créativité, parce que c'était pas notre compétence, qui connaissent les subtiles notions liées à cette créativité. Donc il y a ce qui s'appelle la créativité divergente. Donc là, on est vraiment dans le brainstorming. Il faut jeter plein d'idées. Et puis la créativité convergente. Donc là, c'est plutôt essayer de trouver une solution logique dans un contexte contraint ou donné. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Par exemple, ça va être, je vais donner 3 mots, et il faut trouver le 4e, ou il faut proposer un 4e qui est dans la même famille. Donc il faut avoir des idées, mais quand même dans un espace contraint, quoi. Et en fait, apparemment, c'est deux choses assez différentes, et on a été très surpris de voir que dans un cas, plus 50%, et dans l'autre cas, moins 30%. Et alors, il y avait une hypothèse qui était formulée par Geoffrey Goris, qui était le premier auteur de ce papier, qui était que, en fait, on est vraiment dans le stéréotype de Vinci, qu'on voit comme un génie créatif, bouillonnant d'idées, qui ne correspond pas forcément à la réalité du personnage, qui était aussi quelqu'un de très ingénieux et ingénieur. Et puis, par contre, sur la deuxième dimension, quand il faut résoudre un problème et essayer de se demander comment on va faire ça, là, sans doute qu'il ne faut pas faire appel à ça, il faut vraiment faire appel à nos propres ressources à nous, à notre mémoire, à tout ce qu'on a emmagasiné comme expérience à nous pour trouver une solution à ce problème-là. Et là, on va plutôt se recentrer sur ce qu'on est nous. Mais c'était une hypothèse parmi d'autres, et à ce jour, ça reste à faire. Merci beaucoup. Il y a une question. Monsieur là. Vous allez avoir le micro juste après. Dans le chapitre « La classe inutile » de Homo Deus de Harari, il dit « L'aubaine technologique à venir permettra de nourrir et d'entretenir ces masses inutiles sans qu'elles aient même à lever le petit doigt. Mais qu'est-ce qui pourra les tenir occupés et les satisfaire ? Les gens ont besoin de faire quelque chose sous peine de devenir fous. La drogue et les jeux vidéo pourraient être une des réponses. Les inutiles pourraient passer toujours plus de temps dans les mondes de la réalité virtuelle en 3D, qui leur procurerait bien plus d'excitation et d'intensité émotionnelle que la glauque réalité extérieure. Une telle évolution porterait cependant un coup mortel à la croyance libérale du caractère sacré de la vie et des expériences humaines. Qu'y a-t-il de sacré dans des clochards qui passent leur journée à se gaver d'expériences artificielles ? Quelle est la question ? Que pensez-vous de ce passage ? C'est quelque chose auquel on peut penser, évidemment, à chaque fois, de la réactivation de ce risque. Peut-être avez-vous lu cet ouvrage. Non, mais du coup, j'en ai découvert un petit extrait. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, c'est quelque chose que nous-mêmes, on a identifié. C'est-à-dire cette idée que qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on attend pour nous et pour nos jeunes ou moins jeunes avec ces technologies-là. Et donc, effectivement, là, à travers la présentation, ce que j'essaye de montrer aussi aujourd'hui, c'est qu'on est conscient, en tout cas, du potentiel de nouveauté et d'originalité qu'amènent ces technologies-là, qui n'avaient jamais été permises avant par un téléphone ou par un ordinateur, des effets extrêmement puissants, et qu'on peut effectivement envisager sous un angle d'usage totalement inutile, pour reprendre le terme, voire malveillant, ou alors sous un angle positif
et bienveillant. Et donc nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est on avertit les gens des deux, mais on ne peut pas prendre la décision à votre place, on ne peut pas prendre la décision à la place d'autres personnes. Par contre, on se tient à la disposition pour échanger et discuter, notamment avec le législateur, etc. Et ce qu'on encourage, nous, évidemment, ça va être la deuxième catégorie. Mais on est d'accord qu'il y a un constat qui est que aussi, il y a un autre scénario possible qui n'est pas rassurant. Oui, il y avait d'autres questions. Ouais. Bonjour, merci de cette conférence. Moi, d'un côté, je vois un avantage énormément dans la partie réalité virtuelle, notamment les pilotes d'avion ou de Formule 1 qui peuvent faire des expériences un peu extrêmes, ou dans la psychiatrie où certaines personnes qui ont des phobies, on essaie d'un peu se faire soigner. Mais d'un autre côté, quand on parle du métaverse, je pense surtout à l'entreprise de Meta, de Zuckerberg. Je ne sais pas actuellement combien de paramètres ils prennent par profil. Je pense qu'en 2012, c'était 1200 déjà. Et ma question, c'est, sachant que ces genres d'entreprises, les GAFA, etc., ils prennent tout un maximum de données sur nous-mêmes pour faire un duel numérique et l'utiliser à leur avantage. C'est pour ça qu'on dit que quand on ne paye pas pour le produit, ça veut dire que c'est nous le produit. Et donc du coup, dans le cas où il y aurait une fuite de données, qu'il y aurait un pirate qui prendrait notre identité numérique à nous et qui pourrait faire des choses très malveillantes, de notre côté, individuellement, quelles seraient les pratiques à utiliser pour se prémunir? D'accord. Merci. Alors il y a plusieurs questions, il y a plein de choses derrière. Hein. Merci beaucoup pour cette intervention qui est très riche. La première, c'est que je partage votre point de vue sur le fait qu'il y a quand même des applications qui ont du sens aujourd'hui de ces technologies-là. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on fait dans le domaine de la santé, dans le domaine de la formation, dans le domaine des thérapies, où on a des actions en cours, là, des collaborations qui montrent des résultats tout à fait pertinents, positifs et encourageants pour ces technologies-là dans ce contexte-là. Ensuite, je suis aussi d'accord avec vous que le plus de données on récupère de nos activités, le plus de richesse derrière, d'informations, on donne à disposition de personnes qui ensuite pourront en faire des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Donc, par exemple, ouais. Donc maintenant, comment on fait par rapport à ça? Alors, il n'y a pas forcément une solution. Une première chose, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre le casque, normalement. Vous pouvez aussi décider de ne pas mettre ce casque et de ne pas acheter le casque de Meta. De l'avatar, en fait. Le jumeau numérique, le jumeau numérique et l'avatar et les données associées. Est-ce qu'ensuite on pourra perdre notre propre avatar qui va devenir l'avatar qui va revenir derrière? Alors là, c'est vraiment une question de législation et de juridique qui, à mon avis, n'est pas complètement couverte aujourd'hui, mais qui ne relève pas du coup de mon expertise. Mais par contre, je sais qu'il y a beaucoup de réflexions en cours sur ces questions-là. Mais la technologie va tellement vite, effectivement, qu'il faut ensuite, derrière, courir pour légiférer et pour s'emparer de ces questions-là. Je ne suis pas sûr qu'il y ait aujourd'hui une réglementation là-dessus. Et j'ajouterais que quand on pose, excusez-moi d'intervenir, quand on pose la question au sujet des réseaux sociaux qui n'ont pas de réalité augmentée, immersive, etc., mais qui sont déjà, on le sait, très addictifs. On avait posé la question à des spécialistes de l'épistémologie, de l'histoire des sciences, et de la cognition et de la neurologie, qui nous avaient répondu, le premier pas, c'est de comprendre nos biais, de les connaître. Et le premier pas, c'est de les étudier, de les comprendre, de les connaître et de les répandre. Jusqu'à dire qu'il fallait que les enseignants puissent expliquer aux enfants que quand ils sont devant leur téléphone et qu'ils scrollent comme ça, ce qui se passe dans leur cerveau et pourquoi ils ont envie que ça dure toujours et pourquoi ils ont un coup de blues quand ils éteignent. Et donc en ce sens, ces travaux-là qui sont faits sur la réalité virtuelle, c'est un peu la suite. Quelque part, c'est un peu quantifier les biais, se rendre compte qu'on a l'impression vraiment d'avoir un sixième doigt pour pouvoir après en être conscient quand nous, on sera dans cet environnement qui est un environnement virtuel et dans lequel effectivement il y a des enjeux commerciaux, des enjeux de vol de données. Et pour rebondir quand même aussi là-dessus, il y a cette blague là que j'ai entendue aussi hier, là, qui revient de temps en temps sur le fait que les Américains inventent, les Chinois copient, et puis les Européens régulent. Et
Alors c'est une blague, ça peut être très péjoratif, mais je pense que c'est aussi une force qu'on a de pouvoir le faire aussi. Ça peut être parfois plombant, mais c'est aussi heureusement qu'on va faire ça. Il y a le AI Act qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Quand on avait un projet européen en cours, et ce qui est amusant, c'est qu'on avait un projet européen sur ce sujet du comment est-ce qu'on essaie de modérer le cyberharcèlement par des intelligences artificielles. C'est-à-dire qu'on aurait des intelligences artificielles qui vont modérer les réseaux sociaux. C'était un peu ça le projet européen qu'on avait. Et en cours de route, les AI Act sort, et on se rend compte que ce qu'on fait n'est pas conforme avec les réglementations européennes. Mais bon. Donc c'était super intéressant comment les réglementations arrivent et bouleversent aussi la manière d'envisager même les recherches technologiques. Mais au moins, cet AI Act, il nous a permis de voir aussi, dans le cas des persuasive vibrations, là, il donne des clés. Il dit aussi que, normalement, si on régule de cette manière-là, alors, pour cette histoire de vibration persuasive, on est censé informer la personne, on a une obligation légale de dire à la personne, la vibration va vous influencer de plus 20%. Est-ce que vous voulez l'activer ? Donc ça, c'est déjà une obligation, normalement, qui revient ensuite, qui n'est pas, c'est pas à vous de le faire, et ça devient du coup au constructeur de le faire. Je vous remercie beaucoup. On est obligé de s'arrêter malheureusement. Et on peut réapplaudir Anatole Lécuyer.